Allez, c'est maintenant l'heure dans toute liberté, vous le savez, on prend l'actualité et on en parle en toute liberté avec Christophe Barbier, avec Laurence Saillet, avec Guillaume Audat et avec Magali Barthès. Pardon Magali. Alors on est ensemble parce qu'on va parler de Nicolas Sarkozy qui bien sûr va être fixé sur son sort. Jamais un ancien président n'a affronté un procès d'une telle ampleur. Un président qui a donc été sommé de se justifier devant les juges. Et au même moment, des professeurs qui sont sommés de se justifier, mais eux, devant leur classe. C'est ce que va nous raconter Delphine Girard. Elle a écrit « Madame, vous n'avez pas le droit ». Et cette question brutale, l'école est-elle encore un sanctuaire en toute liberté ? C'est une heure, c'est maintenant en toute liberté sur LCI. On y va. Alors, on en vient à ce jour de vérité pour Nicolas Sarkozy. L'ancien président doit être fixé sur son sort dans le procès du financement libyen de sa compagne de 2007. Le parquet national financier a requis 7 ans de prison, 5 ans d'inéligibilité et 500 000 € d'amende. Thomas Misraki, vous êtes au tribunal de Paris. Est-ce qu'on sait dans quel état Nicolas Sarkozy arrive ce matin ? Il est prêt, il sera présent et il se battra jusqu'au bout pour prouver son innocence. C'est ce que nous dit son entourage ce matin qui parle d'un homme combatif, déterminé, concentré. Nicolas Sarkozy accusé d'avoir passé un pacte de corruption avec Mouammar Kadhafi, l'ex-dictateur libyen, pour soutenir le financement de sa campagne en 2007. Dans ce dossier, l'ancien chef de l'État a toujours clamé son innocence. Le parquet national financier a requis contre lui 7 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité de 5 ans en cas de condamnation. En théorie, Nicolas Sarkozy pourrait terminer la journée derrière les barreaux, mais c'est extrêmement rare dans le cadre d'une affaire financière. Ce qui est sûr, c'est qu'en cas de condamnation, Nicolas Sarkozy a la possibilité de faire appel. Merci beaucoup pour ce point, Thomas Misraki. On va évidemment suivre ce rendu à partir de 9h30 sur LCI. Mais tout de suite, on parle, Guillaume, de l'angoisse au Danemark, parce que plusieurs drones ont été observés au-dessus de sites civils militaires stratégiques. L'ensemble de l'espace aérien danois a été fermé une partie de la nuit. Voilà. Et les autorités ont même envisagé d'abattre des appareils non identifiés. On fait un point sur l'enquête avec Camilla Campusano. Des lumières qui clignotent dans le ciel danois, des drones ont été repérés aux abords de l'aéroport d'Aalborg. Il se situe ici, au nord du pays. La police donne les détails lors de cette conférence de presse. Nous n'avons pas réussi à neutraliser les drones eux-mêmes, qui ont survolé une zone très vaste pendant quelques heures. À ce stade, nous n'avons pas appréhendé les opérateurs, mais il est clair que la prochaine étape consiste à analyser tous les indices que nous avons recueillis. L'espace aérien a dû être fermé pour la 2e fois cette semaine au Danemark. Peu de doute pour la police, ce survol est lié au drone aperçu lundi soir à proximité de l'aéroport de Copenhague. Modèle d'appareil et cible similaire, sauf que l'aéroport d'Aalborg est également un site militaire. Il s'agit à 100% d'une escalade claire et nette par rapport au survol de l'aéroport de Copenhague il y a quelques jours. Il y a maintenant plusieurs aéroports visés et ce n'est pas tout. Ils violent également l'espace aérien militaire. Un acte qui ne serait pas isolé. Des drones ont été signalés dans d'autres régions, mais selon la police, les citoyens ne sont pas en danger. Une enquête est ouverte. Alors Guillaume, je me retourne vers vous, Magali aussi, c'est l'escalade. C'est inquiétant, disiez-vous pendant le sujet, Magali Barthès. Moi, je trouve ça très inquiétant et je trouve que la réaction des autorités danoises, elle n'est pas forcément rassurante parce qu'on a l'impression quand même qu'ils naviguent complètement à vue et que... Mais tout l'OTAN navigue en fait complètement à vue. Mais est-ce que c'est pas ce que cherche... Lundi, pas frappé, mais lundi, il y a eu ce survol de drone déjà sur l'aéroport de Copenhague. Donc on a quand même des forces qui sont certainement en état d'alerte. Là, pendant la nuit, la première réaction, c'est de dire on va peut-être les abattre, mais ça dépend il faut pas que ça tombe évidemment sur des infrastructures. Donc on va faire ça avec précaution. Et puis la réaction qui suit, c'est en fait on n'a pas pu, on n'a pas pu le faire. Et en fait, on ne sait pas où ils sont passés. C'est exactement le même cas de figure
figure qu'après Copenhague, lundi, où en fait ces fameux drones, ils sont arrivés, ils sont repartis aussi vite. Les enquêteurs ont dit ils viennent probablement de la mer. Alors on sait, l'une des pistes, c'est peut-être qu'ils ont décollé de cargo de la flotte fantôme russe qui est dans la Baltique. Mais enfin, on a très peu d'informations et on sent quand même un Danemark qui n'est pas extrêmement près. Ouais, c'est très près de la frontière allemande, Guillaume. Oui, c'est très près de la frontière allemande. D'ailleurs, ça a fait dire à Emmanuel Macron hier que si on n'était pas suffisamment déterminé, que l'OTAN ne montrait pas suffisamment ses muscles bandés, la prochaine étape, c'était l'Allemagne, il l'a dit. Et la suivante, ce serait la France. Moi, je suis frappé parce que d'abord, ça intervient en pleine Assemblée générale des Nations Unies. Au moment où hier il y a eu une réunion bilatérale entre les équipes du secrétaire d'État américain Rubio et Sergueï Lavrov, le russe, au moment où Trump, vous vous en souvenez, on en a parlé hier, il a dit oui, en fait, la Russie est un tigre de papier. Et il a même dit qu'il fallait abattre ces et Trump aéronefs. A dit, moi, je préconise qu'on abatte maintenant. Voilà, et Marco Rubio a introduit cette petite nuance, s'ils attaquent. Mais en fait, on a l'impression que personne n'est d'accord au sein de l'OTAN. Alors, si vous écoutez la première ministre danoise, elle parle d'agression et d'attaque. Quand vous avez des drones qui, hier, ont survolé un espace militaire, un espace aérien militaire. C'est plus simplement un aéroport civil, c'est un aéroport militaire, une zone militaire qui a été survolée. Elle parle d'agression. Je suis frappé également par la séquence interminable dans laquelle on est entré, qui a commencé fin août. On en a parlé également de ces missiles qui avaient été lancés sur Kiev, mais qui avaient touché la délégation européenne, le British Council, et puis la Pologne, et puis la Roumanie, et puis l'Estonie, et puis les cyberattaques dans les aéroports, Londres, Berlin, tout de même, c'est quand même assez significatif. Ça a fait dire donc à Emmanuel Macron qu'il fallait que l'OTAN montre les muscles, mais en tout cas, moi, à mes yeux, ça révèle trois éléments. D'abord, il y a un vide stratégique en Europe qui est quand même assez déroutant. Je parle à deux spécialistes, qui définit les règles. Il y a quand même bien des règles d'engagement qui sont définies à l'OTAN. Magali, c'est le Danemark qui doit décider. Enfin, je veux dire, là, c'est pas la même chose pour moi. Ce n'est pas la même chose. L'avion et le drone qui est sur une base militaire ou sur un aéroport. Normalement, les autorités danoises, elles sont sur leur territoire, elles peuvent décider. La question, c'est quand même celle des moyens, je pense, qui est posée aussi, parce que avec quels moyens, manifestement, le Danemark n'est pas forcément prêt à ce genre de menace hybride à laquelle on n'est pas, on s'est pas préparé. Il y a une volonté de provoquer, de tester, d'intimider. Et peut-être à semer la confusion parmi les alliés, parce que personne n'est d'accord. C'est précisément le but. C'est un spectacle quand même déprimant, Guillaume. Oui, bien entendu, mais et pour rebondir sur ce que Magali vient de dire, alors c'est une zone grise, parce que effectivement tout ça se passe dans l'espace aérien danois, donc a priori c'est aux Danois d'intervenir, mais ont-ils les défenses aériennes suffisamment robustes pour le faire? Ont-ils les moyens de renseignement suffisamment précis pour voir ces drones survoler? Non, visiblement, puisque ces drones survolent et ils se font la malle. Guillaume, vous avez rappelé hier que le Turc n'a pas hésité à frapper. Dans un contexte qui était quand même différent, mais effectivement, puisqu'il n'y avait pas une guerre aux portes de l'Europe. Effectivement, à cette époque-là, a frappé, et qui a été un message reçu 5 sur 5 par Poutine à l'époque. C'était en 2015, des avions turcs des avions russes qui survolaient, qui bombardaient en fait les zones de Daesh en Syrie, qui tout à coup traversent la frontière, et à un certain moment, au bout de 17 secondes, l'avion qui ne répond pas aux injonctions de la partie turque est abattu. Voilà, tout simplement. Alors, il y a eu d'énormes frictions ensuite entre les deux pays, mais en tout cas, le message a été reçu 5 sur 5. Visiblement, c'est ce vers quoi on s'engage, mais assez mollement, il faut le dire, du côté de l'OTAN. Et voilà pourquoi, là, je vous rejoins, Anaïs. En effet, il y a un message de puissance qui est adressé par Poutine à l'Europe. Le but, c'est exactement celui-ci, de déstabiliser, mais surtout de dire que dans la séquence, c'est moi le maître des horloges. Et c'est moi qui suis capable de faire tout et n'importe quoi si à un moment donné vous ne pliez pas aux injonctions qui sont les miennes et vous ne faites pas des concessions. Vous continuez à armer l'Ukraine, je vais continuer à vous chatouiller, c'est comme ça qu'on dit en termes militaires. Donc oui, il y a ce message de puissance. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il intervient un jour après que Trump ait dit
la Russie, vous êtes un tigre de papier. Ah bon? Ou un eh bien, je colosse continue à au griffer. pied d'argile, a dit Christophe hier. Un colosse au pied d'argile. La réponse d'ailleurs de Peskov était intéressante. C'est rare de le voir faire un peu d'humour, mais il a dit non, c'est pas un tigre la Russie, c'est un ours. Ouais. Et il n'y a pas d'ours de papier. C'est vrai. Vous pensez qu'il peut continuer à chatouiller, comme vous dites, Guillaume, les frontières, Magali Barthès? Moi, je pense que ça peut continuer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une réaction ferme, je vois pas pourquoi il s'arrêterait, en fait. Ça sème la discorde, en effet, parmi les alliés. Ça sème la peur. La télévision danoise relayait des témoignages de gens, évidemment, qui étaient bloqués dans les aéroports. Et évidemment qu'il y a une forme, il y a une volonté d'intimider et que ça fonctionne. Donc c'est une façon aussi d'essayer de fragiliser le soutien, certainement à l'Ukraine dans les opinions publiques. Ça aussi, tout ça, c'est une façon aussi d'essayer de marquer des points dans la question, en fait, c'est quelle riposte? Quelle c'est bien ça. Parce que ça, c'est toute la difficulté. Et les allées et venues de Trump ne nous aident pas. Parce qu'il change d'avis tous les 15 jours. Donc, construire une stratégie de guerre ou de défense avec des personnages qui changent d'avis comme de chemise, à mon avis, c'est quand même très compliqué. Vous avez raison, parce que oui, non, mais d'un mot, c'est effectivement au retrait américain de cette confrontation entre Européens et Russie qui offre une marge de manœuvre infinie à Poutine qui continuera. Bon, alors pendant que Poutine chatouille les frontières de l'Europe, pendant que le président Sarkozy se retrouve face à ses juges, on a aussi des professeurs en France, en classe, qui se retrouvent face à leurs élèves et les choses ne se passent plus comme avant. On a eu envie de faire un pas de côté en toute liberté et d'inviter Delphine Girard. Bonjour, venez, entrez sur le plateau. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Madame, vous n'avez pas le droit ». Vous nous ouvrez les portes de vos salles de classe. Vous êtes professeur de littérature et de langues anciennes, comme vous dites, pas de langues mortes, de langues anciennes qui apprennent beaucoup sur la vie et les choses et les grands textes. Et vous racontez une école quand même sous pression, passer du sanctuaire au champ de bataille idéologique en réalité, notamment après l'assassinat de Samuel Paty, mais bien avant quand même aussi, et c'était très diffus, très sourd, mais il y a quand même eu quelques alertes avant. C'est extraordinaire, Delphine Girard, c'est le monde à l'envers. Ce sont les élèves, en fait, qui vous font la leçon, et c'est d'ailleurs le titre de votre livre. Oui, alors heureusement ce ne sont pas tous les élèves, mais il est vrai que un certain nombre d'élèves et de familles se croient maintenant le droit d'intimer à l'école des tabous ou d'enseigner à leurs enseignants ce qu'il est licite de dire ou de ne pas dire, en vertu d'une morale supérieure à celle de l'enseignant qui est la morale religieuse. Et cette injonction au silence, ou en tout cas cette tentative de contingenter notre enseignement, elle est en effet nouvelle, mais elle a naturellement des précédents que les enseignants ont vu dans leur classe grandir depuis, je dirais, les attentats de 2015. Est-ce que c'est pas aussi depuis, Christophe, le Creil? On vous a fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé en France. Est-ce que c'est pas Creil qui met déjà qui le feu aux poudres, si j'ose dire. Donc expulsion de 3 collégiennes qui refusaient d'enlever leur voix en classe. Lionel Jospin, au lieu de prendre une décision politique et de l'assumer, se décharge de cette décision et saisit le Conseil d'État. Qui rend un arrêt Michel-Michou, forcément, mais qui rend mais c'est donc pas le pouvoir exécutif qui prend la décision, c'est le pouvoir administratif. Mais ça veut dire quelque chose. Oui, ça veut dire déjà la couardise du politique face à la menace. Et puis le malaise d'une gauche qui, à l'époque, se voulait à la fois respectueuse des minorités, donc prête à faire des concessions, et néanmoins respectueuse de la laïcité. Il y avait une bataille chevènement contre la gauche du parti, si j'ose dire. 2004, loi encadrant les principes de la laïcité à l'école. Avec là un acte plus clair, puisqu'on a une loi qui interdit d'ailleurs globalement d'être masqué dans des tas de circonstances. C'est pas qu'une loi contre la religion. Avec peut-être une faiblesse dans cette loi, c'est le fameux ostentatoire qu'on a vu revenir après. Attendez, précisez. Qu'est-ce que c'est qu'un signe ostentatoire de religion? Voilà. Et ça laisse l'interprétation des chefs d'établissement. Alors quand c'est le voile, c'est clair, maintenant il y a une jurisprudence. C'est vrai aussi pour le burkini, on a eu d'autres exemples à d'autres périodes. En revanche, pour certains comportements, ça pouvait laisser une marge de laxisme à certains dirigeants, et ça laisse les enseignants, du coup, parfois en première ligne, face à des comportements de provocation. C'est pour ça que je fais intervenir Christophe Delphine Girard, c'est parce qu'en fait, ce qu'on va comprendre, c'est que l'école a été laissée
très longtemps toute seule. On voit là, ensuite sur notre tableau, que Gabriel Attal, ensuite, après de nouvelles dans l'affaire de l'abaya. C'est l'affaire de l'abaya, c'est-à-dire que là carrément on vient en abaya à l'école. Le Pape Ndiaye avait laissé un peu les professeurs de nouveau se débrouiller avec tout ça, et c'est Gabriel Attal qui prend une circulaire interdisant le port de l'abaya dans les écoles, collèges et lycées. Je vous ai fait ce récapitulatif parce que d'abord on part de loin. Et ensuite, vous avez été laissé très seul, et il a fallu juste qu'un homme se fasse décapiter pour qu'enfin le politique et l'opinion publique viennent vous secourir dans les classes. Qu'est-ce que ça veut dire quand un élève vous dit « Madame, vous n'avez pas le droit ». Vous n'avez pas le droit de parler de quoi, en fait, Delphine Girard ? Alors, ce qui est très emblématique dans cette répartie d'élèves, c'est que lorsqu'un enfant vous dit « Vous n'avez pas le droit de m'enseigner ceci, vous n'avez pas le droit de me dire cela », ça ne vient pas de lui. Aucun enfant n'aurait l'aplomb, ni intellectuel ni psychologique, d'intimer des ordres de ce type à son enseignant. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a entendu et que pour se sentir dans son bon droit de dire à l'institution ce qu'elle peut dire ou ne pas dire, il est persuadé qu'il y a des injonctions morales supérieures ou des autorités supérieure à celle de son enseignant. Donc, lorsqu'une injonction pareille descend dans nos classes, c'est qu'elle a infusé longtemps à travers toute la société des adultes, et que lorsque ça arrive en classe, ces problématiques, elles sont déjà massives dans la société, ou en tout cas dans certains milieux. Et Madame, vous n'avez pas le droit, c'est une façon de dire, il y a des choses que on souhaite entendre et des choses qu'on ne souhaite pas entendre, et c'est pas à vous d'en décider. Et c'est pas au professeur de décider ce qu'il est bon, mauvais, juste ou injuste de nous dire. C'est à ma communauté ou à ma foi ou à mon prédicateur. Vous la nommez, hein. Vous dites que c'est une attaque. Ce sont des attaques qui viennent de l'islamisme radical. De l'islam politique. De l'islam politique. Il y a une OPA de l'islam politique depuis l'affaire de Creil. Il y a beaucoup d'études qui le corroborent, on le sait maintenant, sur l'école, car l'islam politique a fait de l'école, et avec raison, du reste, bien sûr. Son ennemi privilégié, puisque c'est à l'école qu'on forme des laïcs, des universalistes et des libres penseurs. Et donc, c'est le nid de la démocratie que les islamistes attaquent à travers l'école, parce que c'est une guerre pour l'avenir qu'ils font. C'est une guerre pour l'avenir qu'ils mènent contre notre démocratie à travers notre école. Et il y avait tout ça dans l'assassinat de Samuel Paty. Laurent, ça y est. Alors, moi, quand j'entends dans la phrase, et votre titre est absolument incroyable, « Madame, vous n'avez pas le droit », si vous voulez, on trouve bien la racine déjà à l'effondrement de l'autorité. Rappelez-vous, moi je suis une boumeuse, hein, à l'époque, si vous voulez, à l'école, les parents étaient complices des professeurs, et on était une team. C'est ce que je dis aujourd'hui à mes filles, où je vais dire aux professeurs, on est une team, tous ensemble, on va réussir. Il y a eu cet effondrement qui a permis déjà une libération de la parole et un effondrement du respect du professeur. Puis, et là c'est tout un autre sujet, l'entrisme islamiste, effectivement, dans un lieu où justement, comme vous le dites, on ouvre les consciences, avec des professeurs qui ont été abandonnés, avec des réactions donc différentes, ceux qui résistent malgré tout, et tout dépend de la pression, ceux qui cèdent par obligation, ne plus enseigner certaines choses, accepter des comportements, et ce dont on ne parle que trop peu, l'entrisme islamiste, par le biais de certains professeurs qui, par conviction, eux-mêmes favorise cet entrisme, sans parler de tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les groupes de soutien scolaire, où il y a un entrisme très fort, moins régulé, puisque les règles de la laïcité s'appliquent moins. On a beaucoup parlé des accompagnants en sortie scolaire, on va pas revenir sur le sujet, parce que je crois que tout a été dit, mais ce sont quand même des symboles. Delphine Girard, vous ne bougez pas de ce plateau, on y revient tout de suite, parce qu'on va voir, est-ce que la République a des armes pour se défendre ? À tout de suite, dans Toute Liberté. En toute liberté sur LCI avec Christophe Barbier, qui est Christophe Barbier, avec Guillaume Houda, qui est grand reporter, avec Laurence Saillet, qui est éditorialiste politique, ancienne députée européenne, ancienne LR, madame. Et puis avec Delphine Girard. Delphine, on s'interroge avec vous sur l'école, qui n'est plus véritablement un sanctuaire. Vous le dites dans votre livre, madame, vous n'avez pas le droit. On s'interroge, on voudrait savoir si la République a les moyens de se défendre. Mais d'abord, vraiment, je voulais que vous nous donniez un exemple de ce qui peut vous être reproché par les élèves. Alors, cela dépend des cours. Les élèves sont de plus en plus enclins à penser que on peut un peu avoir des cours à la carte et notamment encore une fois intimer des injonctions profs, mais ça peut être
vous montrez un tableau mythologique avec des nus, et vous allez avoir des réactions de pudeur assez systématiques, y compris d'élèves qui ne sont pas nécessairement empreints de religiosité, mais qui considèrent qu'il ne faut pas choquer. Il y a cette espèce d'injonction commune à ne pas choquer, et pas nécessairement à ne pas choquer soi, mais ne pas choquer non plus les camarades à qui ça pourrait déplaire. Ça peut être en cours de SVT, des contestations de cours au sujet de la reproduction sexuée. Ça peut être en cours de sport, des contestations de cours où la mixité inclut une promiscuité physique entre filles et garçons ou dénudés à la piscine. Ça peut être... Les contestations de cours sont maintenant assez multiples dans différentes disciplines. Moi, en français, j'ai déjà eu des contestations, des madame, vous n'avez pas le droit de nous faire lire ça, à la faveur de lecture de textes très irréligieux de Voltaire, que j'avais choisi un petit peu par provocation pour susciter le débat. Quand vous racontez dans votre livre que quand la première fois où cette phrase vous arrive, c'est assez lointain, et au départ... Vous souriez, en fait. Ça vous perturbe pas plus que ça? Non, bien sûr, parce que ce sont des adolescents qui pour beaucoup, lorsque vous êtes en banlieue, vivent dans un espace-temps qui est assez restreint, surtout à leur âge. Donc, c'est une réaction d'adolescent. Il faut essayer de l'accueillir d'abord. Avant de réagir, il faut accueillir la réaction. Il faut l'accueillir avec le plus de bienveillance possible, un peu d'autodérision, parce que ça permet toujours de désamorcer les tensions, et puis après, rentrer dans le vif du sujet. Oui, mais d'accord, mais si on rentre dans le vif du sujet, depuis, il y a eu Samuel Paty, il y a eu Dominique Bernard. Madame, vous êtes extrêmement courageuse. Ça m'attriste d'entendre ça, pour être honnête, parce que je trouve fou qu'on soit taxé de courageux lorsqu'on fait son travail. Moi, je ne prétends pas qu'il faut qu'on devienne tous des profs de laïcité. Je ne crois pas au catéchisme républicain, parce que le catéchisme républicain va provoquer chez les élèves la même réaction saine que le catéchisme tout court, c'est-à-dire une situation de rejet. Il faut simplement avoir le courage de ne pas détourner le regard lorsque les problématiques liées à la laïcité ou aux contestations de cours se font jour. Il ne faut pas avoir peur d'enseigner Voltaire, il ne faut pas s'auto-censurer, et il faut avoir peut-être effectivement le courage juste de faire son travail normalement, mais le faire normalement. Il faut continuer à le faire. Moi, je maintiens que vous êtes quelqu'un de très courageux, et vous racontez d'ailleurs que Samuel Paty avait dans son cartable, parce qu'il a été lâché par l'institution, son marteau dans les jours qui ont précédé son assassinat. Il rentrait chez lui effectivement avec un marteau, parce que la tension elle montait. Cette affaire elle a duré 2 semaines. C'est là où on peut dire que vous êtes courageuse, madame. Cette anecdote est horrible, elle est épouvantable. Samuel était extraordinairement courageux, mais je n'aurais jamais eu le courage de Samuel. Moi, jamais, si j'avais subi les pressions, les menaces qu'il avait subies, je ne serais retournée à l'école. Il est allé en cours en se sachant menacé. Il se savait tant menacé qu'il est venu avec une arme de défense qui n'était pas une arme d'attaque. Il avait choisi volontairement un marteau, le marteau de son père lui avait... parce qu'un couteau, c'est illicite, et que c'était un légaliste qui ne voulait pas venir avec une arme. Mais il est quand même venu travailler avec un marteau parce qu'il se savait menacé. Vous vous êtes menacé ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, Guillaume ? pas du tout. Oui, Samuel Paty assassiné le 16 octobre 2020, donc ça va faire 5 ans cette année. C'est une date assez symbolique. Et en effet, vous parliez de pudeur parfois. Oui, voir quelqu'un dénudé, madame, ça se fait pas trop de montrer quelqu'un des seins, Marianne par exemple, ou alors étudier Voltaire. Mais la pudeur poussée à l'extrême, ça donne Samuel Paty, qui, je le rappelle, dans un cours et dans un cadre pédagogique, en pesant le pour le contre, avait montré les fameuses caricatures de Charlie Hebdo, et on sait comment ça s'est terminé. Mais en fait, ce que vous opposez dans votre livre, c'est finalement cette distinction entre la croyance en un dogme, en un Dieu, souvent de tradition musulmane. On vous dit, vous le répétez, sans agressivité, mais madame, le prophète, il a dit que, on n'a pas le droit de dire ça. Madame, vous n'avez pas le droit. Mais vous dites, c'est sans agressivité, c'est parce que leurs parents leur ont dit, ils baignent dans un substrat. Et donc vous opposez la croyance et le savoir. Vous êtes l'incarnation du savoir. Comment est-ce que vous faites pour réhabiliter le savoir ? Quelles sont les armes, en fait, de savoir, c'est la République. Le savoir, pas la laïcité, le savoir. Bien sûr, c'est exactement ça. C'est pas la laïcité qu'il faut infuser et qu'il faut dispenser, c'est le savoir. Il faut enseigner les classiques. Moi, je suis prof d'humanité. Je crois que c'est par le latin, le grec et Victor Hugo qu'on devient un universaliste et un humaniste. Il faut absolument continuer à ça, vos élèves, comment diffuser l'amour des textes. Moi, je comprends les professeurs quand même qui sont amenés à reculer, parce que c'est vrai que certains subissent des pressions tellement fortes et tellement de menaces. Mais l'État, si vous voulez, ferme les yeux. Pourquoi ? On a aujourd'hui des milliers d'individus fichés au FSPRT, ce fameux fichier pour la radicalisation.
j'ai toujours posé la question depuis des années. Et leurs enfants? Ce sont des gens qui sont prêts à passer à l'acte. Des islamistes dangereux. On les connaît, ils ont des enfants, et ces enfants vont à l'école. Et on ne fait rien. Ça, c'est normal. Oui, mais on ne s'est jamais dit que ces enfants-là étaient élevés dans un milieu qui ne les protégeait pas. Et le devoir de la France serait de ne pas les laisser dans ce milieu d'islamisation, parce qu'on en fait des futurs islamistes, et on en fait surtout des jeunes qui propagent la haine et la doctrine au sein des établissements. Delphine Girard, je suis désolée, un mot de conclusion, on doit bien sûr. Sarkozy. Pour répondre à votre question, je pense que les seules armes avec lesquelles on peut se battre, c'est les armes de la démocratie. Les armes de la démocratie, c'est celles qui consistent à continuer d'expliquer, expliquer encore et toujours, et de convaincre du bien fondé et de la nécessité de la laïcité pour apprendre à nos élèves à devenir des libres penseurs. Merci beaucoup. Merci Delphine Girard. Je rappelle le titre de votre livre, Madame, vous n'avez pas le droit, un essai passionnant où s'entremêle votre vie et de femme et de prof. Merci beaucoup pour ce livre très courageux. C'est maintenant l'heure de la spéciale, parce que vous le savez, Nicolas Sarkozy face à ses juges, Christophe Barbier. C'est un procès absolument hors norme. Hors norme, bien sûr. Les faits se sont produits il y a 20 ans, en novembre 2005, des rencontres avec l'entourage de Kadhafi. L'affaire a été dévoilée en 2012 entre les deux. Regardez, ce sont les enfants de Nicolas Sarkozy qui sont en train d'arriver. Louis Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy est en train de quitter son domicile et de rentrer dans sa voiture. C'est pas le premier jugement que va affronter Nicolas Sarkozy, puisqu'il a été condamné dans l'affaire dite des écoutes, l'affaire Paul Bismuth. Il a été condamné dans l'affaire Big Malion. Là, il est en cassation. Donc, c'est pas la première fois qu'il subit ce genre d'épreuve. Mais là, c'est sans doute pour l'affaire la plus énorme, parce que c'est une véritable affaire d'État. A-t-il touché ou non de l'argent venant de Kadhafi, c'est-à-dire d'un régime dictatorial? Et puis, c'est la peine la plus lourde qu'il encourt, puisque les réquisitions du parquet, c'est 7 ans de prison, 5 ans d'inéligibilité, 300 000 euros d'amende, et le tribunal peut aller au-delà même des réquisitions s'il le souhaite. Alors, Alexandra Guillet, merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Est-ce que vous pouvez nous faire un rappel des faits sur cette affaire hors norme, comme le dit Christophe? Alors oui, comme Christophe commençait à l'expliquer, Nicolas Sarkozy en fait est soupçonné d'avoir financé une partie de sa campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2007 avec des fonds libyens, en nouant pour cela un pacte de corruption avec Mouammar Kadhafi en échange de contreparties diplomatiques, économiques et judiciaires. Pour l'accusation, en fait, il est le commanditaire et le bénéficiaire de ce pacte de corruption que les procureurs ont qualifié de pacte de corruption faustien, un pacte de corruption inconcevable, inouï, indécent, selon l'accusation. J'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire faustien. Non, c'est pour acheter la jeunesse éternelle. Oui, mais c'est ça. Je vois pas. C'est quoi le pacte faustien? C'est un truc de prétoire, ça. Ça veut dire quoi, pacte? Oui, c'est un truc de prétoire. Ça fait partie d'un vocabulaire pour impressionner, pour donner de l'ampleur à ce réquisitoire. Parce que normalement, c'est la jeunesse éternelle, Faust, on est bien d'accord? Exactement. Bon, d'accord. Alexandra, pardon. Donc quand on parle de pacte... Et ce pacte de corruption qui aurait été mis en place, selon l'accusation, dans une quête effrénée de financement pour satisfaire une ambition politique dévorante, je cite les procureurs du parquet financier, les procureurs qui ont donc requis 7 ans de prison ferme, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité à l'encontre de Nicolas Sarkozy, qui lui n'a jamais cessé de clamer son innocence, qu'il n'y a jamais eu le moindre centime libyen, ni sur les comptes de campagne, il n'y a pas la moindre trace de financement libyen selon lui, et l'accusation n'a pas été en mesure effectivement de le démontrer, sur les comptes de campagne, ni sur ses comptes personnels. Il la dénonce depuis le début une fable, une infamie et un réquisitoire particulièrement politique et violent. Je vous coupe un instant, Alexandra, parce qu'on accueille à vue comme ça, on est comme ça dans toute liberté, en toute liberté, Étienne Girard. Bonjour Étienne Girard. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de l'Express, co-auteur de Le Parrain. Absolument. Sarko après Sarko, l'enquête aux éditions du Seuil. Donc on a beaucoup de choses à voir avec vous. Oui. Alexandra, je reviens juste à vous. Une seconde, vous partez de pacte. Dans un pacte, il y a plusieurs personnes. Il n'est pas le seul à être accusé, n'est-ce pas? Ah non, ils sont 10 sur le banc des prévenus. Enfin, ils étaient 11, mais on est... Est-ce qu'il risque la prison? Nicolas Sarkozy? Oui. Oui, alors, il risque effectivement la prison, le réquisitoire. Ce soir, il peut aller en prison? Non. Alors, ça, c'est peu probable, mais c'est mon avis personnel, c'est pas
à exclure, mais c'est peu probable. Peu probable, pourquoi ? Parce que déjà, normalement, une décision en première instance est susceptible d'appel. Donc, dans ces cas-là, la décision est suspendue jusqu'à l'appel. Néanmoins, pour risquer la prison, il faudrait que le tribunal prononce une peine supérieure à 2 ans de prison ferme, ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas de partie aménageable. Et ça voudrait dire aussi que la présidente décide de décerner un mandat de dépôt à l'audience, ce qu'il faudrait, ou alors de manière différée à quelques jours. Mais pour cela, il faudrait que ça soit extrêmement motivé, en raison de la gravité des faits, en raison d'un risque de fuite de l'intéressé, en raison de la personnalité. En fait, c'est théoriquement faisable, mais a priori peu probable. Mais on verra tout à l'heure. Oui, on verra. Comme vous dites, quel suspense. Ça, c'est vraiment un thriller pas possible. Étienne Girard, vous avez donc beaucoup travaillé sur le président Sarkozy. Qu'y a-t-il donc au cœur de cette accusation ? Au cœur de l'accusation, il y a le possible pacte de corruption entre l'équipe Sarkozy et l'équipe Kadhafi. Et il y a des éléments assez forts sur l'équipe Sarkozy, parce que tout ça, ça se repose quand même sur des faits très précis. Il n'y a pas de virement direct sur le compte de Nicolas Sarkozy, c'est vrai. On n'a pas trouvé d'argent liquide chez Nicolas Sarkozy, c'est vrai. Mais on a trouvé de l'argent dans l'équipe Sarkozy. L'argent, on l'a trouvé sur le compte de l'intermédiaire Zatakiedine. Qui est donc décédé. Mort. Qui vient de décéder, effectivement. Donc il ne sera pas reconnu coupable à titre posthume. Il est mort juste avant. On a trouvé 6 millions d'euros sur ses comptes, qui ont ensuite transité en partie vers un proche de Nicolas Sarkozy, Thierry Gobert. On a trouvé 440 000 euros, lui, sur son compte. Quelques jours avant, il notait campagne NS sur ses carnets. Et puis on a trouvé beaucoup d'argent chez Alexandre Djouri, l'autre grand intermédiaire de l'affaire. Alors lui, via des montages financiers complexes, des ventes surévaluées de villas, d'une villa en particulier dans le sud de la France, où il y a 10 millions d'argent libyen dans la transaction. Encore une fois, cet argent ensuite transite vers un proche de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, via un nouveau montage complexe lié, on en a beaucoup parlé à l'époque, à des peintures elles aussi surévaluées, 500 000 euros vers Claude Guéant. Merci beaucoup pour ce petit point, Étienne. Alors on retrouve tout de suite Alison Tassin avec Justine Pouquet au tribunal judiciaire de Paris. Alison, on a vu les enfants Sarkozy arriver, le président aussi monter dans sa voiture, il est en route. C'est pas la voiture qu'on voit à l'écran, faut le préciser. Ah bah non. Alison, est-ce que vous pouvez nous dire, Alison? Oui, non, c'était pas sa voiture, il était bien loin devant. Alison, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là? À quelle heure ça commence? 10h, je crois. Oui, alors vous savez, oui, exactement, cela doit commencer à 10h, mais je peux vous dire qu'ici, à l'intérieur, eh bien, la salle est déjà pleine à craquer. Effectivement, l'ancien président de la République ne devrait pas tarder à arriver. Le chemin n'est pas très long entre son domicile et le tribunal ici. Vous avez cité les 3 fils de Nicolas Sarkozy qui sont ici. Il y a également les 2 frères de l'ancien président de la République qui sont ici. Bref, c'est l'image d'un clan qui veut être montré ici au tribunal et ça confirme en quelque sorte ce que nous a confié l'entourage de l'ancien président de la République ce matin, un homme qui se dit déterminé, concentré et qui déploie toute son énergie vitale, je cite, dans cette affaire qu'il vit avec. Voilà encore ce que nous a confié ce matin. Évidemment, décision très attendue, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde à l'intérieur de cette salle. Le délibéré va prendre un petit peu de temps, peut-être 2 à 3 heures, puisque vous le rappeliez, il y a 11 prévenus et donc cela prend un peu de temps. Bref, on attend l'arrivée du président de la République d'ici quelques minutes, mais évidemment c'est l'atmosphère entre guillemets des grands jours, parce que jamais des faits aussi graves n'ont été reprochés à un président de la République. Merci beaucoup Alison Tassin. Alexandra Guillet, justement, sur ce point précis, jamais des faits aussi graves. Christophe disait un procès hors norme, spécialiste de la Ve République, il n'a jamais vu ça de sa vie, Christophe. Ces mots des juges, Alison nous disait que ça allait durer probablement 2 ou 3 heures. C'est normal, il va falloir qu'il s'explique de façon extrêmement précise, puisqu'il n'y a pas de preuves directes.
Oui, alors complètement. D'abord, on va voir ce que décide la présidente. Elle peut décider... déjà, il faut rappeler qu'ils sont effectivement 11 sur le banc des prévenus. Donc déjà, 11 personnes, ça prend du temps, de manière assez mathématique, pour rendre un jugement. Après, il va falloir motiver ces décisions. Quelle décision va-t-elle prendre en tant que présidente de ce tribunal et ses deux assesseurs? Est-ce qu'elle va aller vers des relax, comme l'ont réclamé l'intégralité des avocats des prévenus, ou bien va-t-elle entrer en voie de condamnation, estimant que oui, il y a un faisceau suffisamment étayé d'indices pour entrer en voie de condamnation? Et donc, effectivement, ça va prendre du temps de justifier, de motiver, eu égard aux personnalités qui sont présentes dans cette salle. On le rappelle, 3 anciens ministres, un ancien chef de l'État, c'est quand même pas rien et c'est pas commun. Des gens que vous connaissez bien, Laurence Saillet. Je connais très bien, et notamment Nicolas Sarkozy, à qui évidemment j'apporte tout mon soutien. On est en train de parler, et je vois bien que ça crée plaisir pour tous ceux qui ont envie de prendre une forme de revanche. On le voit dans le débat public, parce que on a l'impression qu'on va clouer au pilori celui qui a eu à un moment le pouvoir. Enfin, moi, je le reçois comme ça. Si vous voulez, on parle d'un procès où il y a une absence de preuves matérielles. L'ordonnance de renvoi le dit. Donc, on est en train d'accuser gravement un ancien président de la République, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il représente encore la France, sur quelque chose, sur des faisceaux d'indices. Je sais pas si tout le monde mesure quand même la gravité du sujet. Alors justement, Guillaume Oda, vous avez assisté, vous, à ce procès. Très grande partie de ce procès, en effet, j'étais frappé par ce que soulevait Alexandra. Quand vous avez quand même dans la salle d'audience un ancien chef d'État et 3 de ses anciens ministres assis les uns à côté des autres, je vous promets que l'image est extrêmement frappante. Vous vous dites que vous êtes quelque part et que l'histoire est en train de s'écrire. En effet, juste pour ça, c'est hors norme. Après, sur le réquisitoire, au fond, très sévère, extrêmement sévère du parquet, finalement, le parquet national financier, il est dans son rôle. Arrivé en direct, là, pardon Guillaume, je vous coupe, Brice Hortefeux. Brice Hortefeux, oui, bien entendu, qui était à l'époque ministre des collectivités territoriales du gouvernement Villepin. Il était très proche, il l'est toujours, de Nicolas Sarkozy. Et en effet, il avait fait plusieurs voyages, lui, en Libye, aller rencontrer un terroriste, Senoussi, hors du cadre stricto sensu diplomatique. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que le réquisitoire est extrêmement sévère, mais de mon point de vue, pas implacable pour les raisons qu'on a soulevées. Pas implacable parce qu'il manque l'élément de preuve décisif, la trace d'un financement direct entre M. Kadhafi, son entourage, et Nicolas Sarkozy. Ceci dit, attendez, Alexandra, bien réagi. Vous savez que... Je suis entièrement d'accord, mais consciente cette accusation qu'il y a quand même ce point de faiblesse, qu'on n'a pas la trace sur les comptes de campagne, mais qu'ils ont quand même des traces d'argent liquide. Il le dit dans le réquisitoire. L'argent liquide n'a pas d'odeur et c'est bien fait exprès. C'est là où je voulais en venir. Ils rebondissent aussi là-dessus, mais effectivement. C'est là où je voulais en venir. En gros, il n'y a pas de preuve formelle et directe de financement. Ceci dit, il y a un faisceau d'indices concordants et graves qui suivent à la présidente mais la justice, c'est pas ça. Pour condamner. Attendez, vous ne diriez pas ça. Laissez-moi finir. Ça, c'est le droit français. À un moment donné, l'association de malfaiteurs, vous n'avez pas besoin d'être le malfaiteur, mais d'être associé au malfaiteur pour être condamné. Ça, pareil pour la corruption, le pacte suffit, pas besoin que l'argent soit versé. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi en droit français le bénéfice du doute qui, en principe, doit bénéficier à l'accusé qu'est Nicolas Sarkozy. Et en effet, s'il y a un doute sur le financement direct de M. Kadhafi à M. Sarkozy lorsqu'il est en campagne, ce doute doit aussi, normalement, en droit français, bénéficier à l'accusé. Je rappelle que quand même, ce doute, il est fondé sur quelque chose qui est très important, c'est que le point de départ de cette affaire, vous vous en souvenez, c'est Mediapart, qui publie une note dans l'entre-deux tours de la campagne présidentielle de 2012. Une note d'un certain Moussa Koussa, qui est le ministre des Affaires étrangères de Kadhafi, et qui dit, oui, bon pour accord, 50 millions d'euros pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Cette note, qui était le point de départ de cette affaire, en réalité, il a été démontré que la signature n'avait pas été authentifiée. Moussa Koussa avait dit quelques temps plus tard, oui, c'est vrai, c'est pas ma signature, mais le document existe quand même. Ce qui laisse planer un doute monumental sur le... Mais c'est incroyable ce que vous nous dites pendant qu'en direct sur LCI, Claude Guéant arrive lui aussi. Claude Guéant qui était à l'époque le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, qui était Nicolas Sarkozy. Mais je termine sur un point, Laurence Saillet. Ce qui me fait dire, et c'est là que je veux en venir, qu'en réalité, dans cette affaire, M. Sarkozy est en train de jouer son honneur au terme d'une bataille judiciaire homérique.
Mediapart est en train de jouer sa crédibilité et le parquet national financier est en train de jouer sa survie. C'est ça qui se joue dans ce procès maintenant et c'est pour ça qu'il est hors norme et c'est pour ça que quoi qu'il en soit, il y aura appel à la fin de l'histoire. Ou Nicolas Sarkozy ou le parquet. Et je rappellerai concernant cette histoire de faisceau d'indices, je rappellerai une phrase de la présidente. C'était le 7 février, quand Nicolas Sarkozy était à la barre, et qu'il a à nouveau dit il n'y a aucune preuve, il n'y a rien, il n'y a pas le moindre début de centime de financement libyen sur les comptes, il n'y a pas la moindre preuve, et la présidente lui a rappelé ce jour-là que la preuve pouvait aussi résulter d'un faisceau d'indices. Bien sûr. C'est possible. Je ne veux pas faire de parallèle hasardeux, mais on a une autre affaire en ce moment qui se déroule. Ah, Albi, les criminels, on ne le fait pas. Ça repose aussi sur un faisceau d'indices qui ont été jugés suffisamment graves. Je craignais ce rapprochement. Renvoyés devant une cour. Je craignais, madame, je vous le dis, je craignais. Laurence, ça y est. Je craignais. Mais ça veut dire que ça existe en hasardeux. Alexandre, vous ne pouvez pas. Je le dis. Madame, ça y est, attention. Je parle une seconde. Vous parlez de l'affaire Jubilard. Le raisonnement juridique qui conduit un juge d'instruction ou un collège de juges d'instruction à décider au regard d'un ensemble d'indices, estimer que ces indices mis bout à bout suffisent à renvoyer quelqu'un devant un tribunal ou une cour. Vous parlez donc de l'affaire Jubilard, pas de corps. Oui. Voilà. Et alors, pas d'aveu, pas. J'aimerais bien quand même pouvoir vous dire, madame, que déjà l'affaire Jubilard n'est pas jugée, que nous sommes en plein procès et que vous ne savez pas si aujourd'hui, demain. Attendez, je vais finir si vous me permettez. Parce que faire ce rapprochement, si vous voulez, je m'y attendais. Je me suis dit, tiens, c'est vrai, certains m'ont cité l'affaire Jubilard. Ça me blesse pour les victimes de l'affaire Jubilard, pour Madame Jubilard, pour ses enfants, qu'on puisse mettre ces deux affaires en parlant de faisceau d'indices. Citer d'autres affaires peut-être, mais surtout pas celle-là. Et par ailleurs, pour Nicolas Sarkozy, moi je qui est dans sa voiture là, qui est en train d'arriver. Vous savez, comme par hasard, Mediapart a publié pendant la campagne, avec les répercussions politiques que l'on connaît. Dans l'entre-deux tours. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut publier des choses qui remettent en cause un choix politique majeur qui interviennent dans l'élection présidentielle. C'est pour en 2017 aussi. Voilà, pour pouvoir être contesté après. Vous vous rendez compte un petit peu jusqu'où ça va ? Qu'est-ce qu'aurait été l'élection présidentielle sans, si vous voulez, ces fausses accusations ? Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Qu'en aurait-elle été ? Donc moi, je veux bien que les politiques soient tous pourris, qu'à un moment ou à un autre, ils doivent payer, parce qu'on sent bien quand même qu'il y a une forme d'acharnement. Nicolas Sarkozy le dit, je ne suis pas au-dessus des lois, je ne dois pas l'être en dessous. Et je ne souhaite à personne que sur des faisceaux d'indices, un jour, parce que de l'argent circule autour de vous, avec des témoins, vous avez cité tout à l'heure celui qui a fait cette fausse attestation. On a tous les escrocs du coin qui ont fait des témoignages d'un sens et dans l'autre. Je ne le souhaite à personne. Le problème dans cette affaire, et c'est aussi le fondement de l'accusation, mais je parle sous le contrôle d'à peu près tout le monde sur ce plateau en réalité, mais c'est que M. Sarkozy, à l'époque des faits incriminés, il est donc ministre de l'Intérieur. Son directeur de cabinet, c'est Claude Guéant. Le ministre des collectivités territoriales, c'est M. Hortefeux. En gros, les deux hommes vont en Libye rencontrer Senoussi, qui est quand même le type qui a organisé l'attentat du DC-10 en 1989. Eux expliquent qu'ils ont été piégés, qu'ils ne devaient pas le rencontrer. 170 morts, 54 victimes françaises. Très important, elles ont témoigné au procès, c'était bouleversant. Ce que je veux dire par là, c'est que le fondement de l'accusation, on verra ce que décide la présidente et le tribunal, c'est de dire, Monsieur Sarkozy, vous ne pouviez pas ne pas savoir à minima que ces deux hommes, qui sont deux de vos proches, allaient rencontrer un terroriste en Libye. Et ça a été démontré parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont accumulés. Et ça sera aussi dire beaucoup du président syrien qui vient à l'Élysée. La condamnation aura lieu. Étienne Girard. Il faut peut-être prendre un peu de froideur par rapport à cette affaire. Effectivement, ça nous touche tous parce que ça peut être un président de la République qui serait condamné pour association de malfaiteurs et il y a quelque chose de troublant, ne serait-ce qu'à dire ça. Mais il y a des faits dans cette affaire. Il y a de l'argent libyen qui a été... On dit il n'y a pas de preuves matérielles dans cette affaire. Si, il y a de l'argent libyen qui a transité chez des membres de l'équipe Sarkozy. Il y a le cas de Nicolas Sarkozy qui est spécifique. En revanche, qu'il y ait eu de l'argent libyen vers des proches de Nicolas Sarkozy, c'est sûr et certain. Et l'ordonnance de renvoi précise elle-même qu'il n'y a pas de preuves matérielles. Concernant Nicolas Sarkozy. Ah ben oui, non mais je suis désolée. Concernant Nicolas Sarkozy. Concernant Claude Guéant,
il y a un versement de 500 000 euros. Concernant Thierry Gobert, il y a ce versement de plus de 440 000 euros. L'hypothèse que des intermédiaires et des proches soient allés voir le régime libyen en disant on a besoin d'argent pour la campagne de Sarkozy, sans jamais en parler à Sarkozy, mais simplement pour se le répartir entre eux, est une hypothèse possible. Ouais. Il a peut-être servi d'appât, si j'ose dire, avec sa campagne. C'est l'hypothèse forte de la défense Sarkozy. Notamment avec Takedine. Ouais. Effectivement, il y a quelques éléments qui affaiblissent cet axe de défense. Par exemple, et on n'a jamais eu vraiment de réponse sur cet aspect-là, il y a eu un coffre à la Société Générale utilisé par Claude Guéant pendant la campagne présidentielle de 2007. Il n'a jamais su dire exactement ce qu'il y avait eu au sein de ce coffre dans lequel on pouvait tenir debout. Il expliquait qu'il y stockait des discours, ça n'a jamais vraiment convaincu. Il y a des éléments comme cela, en fait c'est une des faiblesses c'est même la principale faiblesse de la défense, c'est l'absence d'un réel scénario alternatif. Pourquoi Choukri Ghanem, qui est un ancien ministre libyen qui est mort en Autriche en 2012, pourquoi dans ses carnets en 2007 il a mention d'un versement pour la campagne de Nicolas Sarkozy de 6,5 millions d'euros. On est avant la guerre en Libye, il n'y a pas de raison de monter un complot contre Nicolas Sarkozy. Lui, il a inscrit ça dans ses carnets. Il y a un certain nombre de petits éléments comme ça, c'est pour ça qu'on parle effectivement de faisceaux d'indices qui ne sont pas la balle en argent, la preuve ultime, c'est très clair. Il n'y a pas la preuve ultime, mais il y a un certain nombre d'éléments qui sont hyper troublants et pour lesquels la défense n'a jamais fourni d'explications très convaincantes. Tout est dans ce faisceau d'indices et cette interprétation. Est-ce que ça doit être le bénéfice du doute qui profite à Sarkozy ou ce faisceau d'indices qui constituera jamais une preuve mais qui peut faire une conviction? Il y a un autre élément quand même, c'est que la campagne de 2012, on sait qu'elle n'a pas coûté 22 millions, le maximum autorisé, mais 40 millions. Ça c'est l'affaire Big Malion, c'est établi, on a tous les éléments. La campagne de 2007 n'a pas été moins brillante, moins spectaculaire, moins ample que celle de 2012. Donc on peut logiquement penser qu'elle a coûté aussi 40 ou 50 millions d'euros. On peut faire une règle de 3 un peu idiote. Ça apporte pas une seule preuve. Mais on peut se dire, oui, ils ont dépensé beaucoup plus que ce qu'ils l'ont dit. D'où venait cet argent? Peut-être de M. Choukri Ghanem ou de M. Kadhafi. Oui, c'est ça à quoi répond la défense quand même, qui est que ces comptes de campagne ont été, je reprends le terme de Nicolas Sarkozy, lasérisés par les offices et par la justice, et qu'il n'y a aucune trace de financement par rapport à des prestataires. Exactement. Pas vu, pas pris. En revanche, il y a beaucoup d'argent liquide qui n'a pas été retrouvé, que les enquêteurs d'ailleurs ont eu du mal à chiffrer. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Éric Woerth, qui était trésorier de la campagne, a été mis en examen et entendu lors du procès. Il y a ce mystère-là. Mais dans le financement d'une campagne... Avec la faiblesse de l'enquête concernant les campagnes électorales, on sait maintenant, parce que la commission de contrôle des comptes de campagne n'avait rien vu non plus, rappelez-vous, en 2012. 400 000 euros de dépassement, ils avaient dit. Voilà. On sait que les enquêteurs, ils ont du mal à enquêter. Je veux juste rappeler un élément, c'est que quand on dit que, et je sors de ces campagnes-là de manière générale, mais juste rappeler un élément de réglementation par rapport au financement des campagnes électorales, à partir du moment où vous recevez de l'argent, évidemment, vous devez le signaler. Et quand vous dépensez de l'argent, évidemment, vous devez le signaler. C'est très strict jusqu'au moindre euro et tant mieux. Néanmoins, vous ne pouvez pas dépenser de l'argent sans que ça se voie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous distribuez 10 000 tracts, on sait que vous avez distribué votre imprimeur, vous lui avez commandé 10 000 tracts. Vous n'allez pas les imprimer chez vous dans votre chambre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand on dit qu'il y a des financements illégaux de campagne électorale, si on ne retrouve pas là où l'argent a été dépensé, ça n'a pas de sens. Nicolas Sarkozy est en train d'arriver là, ça y est, au tribunal. Et il est en train d'entrer dans le parking. Donc Alexandra. Juste pour ce qui est de la partie cash, au final, l'instruction a réussi à déterminer qu'ils avaient retrouvé 11 000 euros en liquide dans cette campagne. Éric Woerth a également poursuivi dans ce procès. À lui était même plus généreux, on va dire, puisqu'il a dit non, moi j'ai même récupéré 35 000 euros en cash de dons anonymes, comme cela se fait, de gens qui envoient de l'argent et qu'on met dans un coffre et qui sont redistribués. Se faisait, parce que maintenant c'est vrai que... Oui, bien sûr, mais je parle de l'époque. En fait, pour faire simple, parce qu'on a bien compris autour de cette table que cette affaire, elle était tentaculaire, qu'elle mettait en jeu un nombre incroyableissime de 10 ans d'instruction, en effet, et de protagonisme. Mais en gros, le parquet national financier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à Nicolas Sarkozy, vous avez agi au nom de vos intérêts quand vous étiez ministre de l'Intérieur entre 2005 et 2007, et 2,
2, il dit à Nicolas Sarkozy, en plus de ça, vous avez rendu en quelque sorte la monnaie de sa pièce à monsieur Kadhafi dès lors que vous avez été président. Et on se souvient de la visite officielle, pas d'État, mais officielle de Kadhafi, la tente posée de Kadhafi sur les pelouses tondues de l'hôtel Marigny qui est attenant à l'Élysée. Ça avait énormément choqué qui ? On en parlait tout à l'heure, les victimes et les familles de victimes françaises de l'attentat du DC-10 en 89, 54 morts français. Elles avaient été choquées. Pourquoi ? Parce que cet attentat, il avait été organisé par qui ? Par le beau-frère de Kadhafi. Le beau-frère de Kadhafi. Donc ce pacte de corruption dont on parle, il s'est noué autour de 3 hommes. Un, Nicolas Sarkozy, qui visait l'Élysée et qui, en gros, voulait mettre le paquet pour y aller, mais il était en tête dans les sondages, il était à la tête de l'UMP. 2, Monsieur Kadhafi, qui lui effectuait un retour dans le concert des nations, qui avait abandonné son programme d'armement et d'armes de destruction massive, et qui était prêt à distribuer, disait-on, beaucoup de cash à tout le monde, avec des valises de billets à tout va. Et puis 3, cet homme, Senoussi, et Kadhafi, qu'est-ce qu'il voulait en échange de ce pacte de corruption ? Une grâce présidentielle accordée par Nicolas Sarkozy, président, à cet homme Senoussi, condamné par la Cour d'assises spéciale en 1999 à la perpétuité sous mandat d'arrêt. Ça ne s'est jamais évidemment produit. Et c'est pour ça que cette affaire, elle est hors norme et qu'elle se noue entre 3 hommes. Au-delà, et moi c'est ce qui m'avait frappé quand j'ai assisté à cette audience, pourquoi est-ce qu'elle a une dimension incroyable cette affaire ? Parce que ce que Nicolas joue aussi, quelque part, c'est le legs qu'il laissera en tant que président dans l'histoire. On se souvient de Mitterrand, Sarajevo, on se souvient même de François Hollande, les attentats de 2015 et même l'intervention en Afrique. Nicolas Sarkozy, il intervient en soutien d'une population qui se soulève. J'ai couvert cette guerre en Libye. Et qu'est-ce qui reste de cette intervention française ? Quand même une intervention humanitaire. Des carnets d'un ancien ministre, des valises d'argent et un coffre-fort. Il reste en fait ce procès. Donc c'est la question du legs historique qu'un président laisse à l'histoire. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue aussi sur le plan symbolique qui est très important. Merci beaucoup Guillaume. Alexandra Guillet, alors que le président Sarkozy va arriver d'une seconde à l'autre au tribunal judiciaire de Paris. Concernant cet échange diplomatique, cette contrepartie diplomatique, la défense de Nicolas Sarkozy répond que non, et que en fait déjà avant Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac mais aussi Tony Blair s'étaient rendus à Tripoli, que le Kadhafi était lui-même déjà reçu à Bruxelles l'année précédente, qu'il avait planté sa tente au Portugal l'année suivante, et que donc en fait c'était dans un processus global lié au fait qu'il y avait une levée des sanctions par l'ONU depuis 2003, et que c'était un processus qui n'était pas spécifiquement français mais général et européen. Et il distribuait à tout va des mallettes de cash à Kadhafi. N'oublions pas que ce n'est pas un procès. Ça ne devrait pas être un procès politique. Non. J'entends tout ce que vous dites et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a des choses qui ont pu être contestées. Mais la justice française ne doit pas juger les actions politiques d'un homme politique. Ce n'est pas le même procès. Ouais. Non, mais il faut faire attention parce que l'émotion, comme vous le dites, créée par le contexte, fait qu'on en oublierait la rationalité qu'il n'y a pas, et l'ordonnance le dit, de preuves. Peut-on aujourd'hui condamner les gens sans preuve ? Et en droit, le doute bénéficie normalement à l'accusé. Étienne Gérard, vous avez intitulé votre livre « Le parrain ». Pourquoi le parrain ? Il est en train d'arriver, l'ancien président Sarkozy est en train d'arriver, il salue les forces de l'ordre. On se souvient qu'il a été ministre de l'Intérieur, il arrive avec son épouse Carla Bruni. Sarkozy au tribunal judiciaire de Paris. Pourquoi le parrain ? Ce qu'on voulait mettre en lumière, c'était le double sens du mot parrain. C'est Carla Bruni qui l'a utilisé en premier, mais elle l'utilisait dans le sens du tonton qui donne des bons conseils. Elle avait dit Nicolas Sarkozy, maintenant qu'il est retraité, mon mari va devenir le parrain de la droite, mais sous ce sens-là. Et l'autre sens qu'on a voulu mettre en lumière, effectivement, c'est celui pour lequel il est aujourd'hui jugé et pour lequel il sera soit innocenté, soit reconnu coupable. C'est l'association de malfaiteurs. Effectivement, on ne peut pas ne pas relever et être troublé par ce terme-là qui relève d'une autre littérature que la littérature politique habituelle. Alors, est-ce qu'il sera reconnu coupable ou innocent par la justice ? C'est la justice qui décide. Nous, ce qui nous a intéressé dans le mot parrain, c'est que dans tous les cas, c'est le chef de bande, c'est lui qui donne le là, c'est lui qui décide auprès de ses proches quel axe de défense ils vont utiliser lors du procès, c'est lui
qui remonte le moral de tout le monde pendant le procès, lorsque certains d'entre eux sont un peu ébranlés. Bref, c'est le chef, c'est le boss, Guillaume, c'est le parrain. Une lichette, Guillaume. Je vous dis ce qu'on vient de me dire dans son entourage immédiat. Vraiment, on arrive au bout du chemin. Il est là, le bout du chemin. C'est évidemment étourdissant, mais on est préparé. On a tout envisagé. Il y a, comme toujours chez Nicolas Sarkozy, entourage immédiat de Nicolas Sarkozy, du sang-froid, de la maîtrise et de la détermination. Merci.